certains secrets ne meurent jamais. Ils se cachent dans les registres poussiéreux, dans les greniers oubliés, dans les murmures des descendants qui préfèrent ne pas savoir. En Géorgie, dans les années 1840, une femme tenait entre ses mains un pouvoir que personne n'aurait pu imaginer. Un pouvoir bâti sur la chair, le sang et une vérité si explosive qu'elle aurait pu faire vaciller les fondations même de la société sudiste. Son nom était Eleanor Cresswell, et ce qu'elle a fait dans sa plantation de Moss Creek reste l'un des chapitres les plus glaçants et les plus troublants de l'histoire américaine. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires oubliées. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce ne sont pas des rumeurs infondées. Ce sont des faits documentés, reconstitués à partir de lettres privées, de registres incomplets et de témoignages fragmentaires qui ont survécu à plus d'un siècle de silence délibéré. L'histoire d'Eleanor Cresswell est celle d'une manipulation si précise, si froide et si méthodique qu'elle défie l'entendement. Mais elle est aussi le récit d'une vengeance qui a pris des décennies à se construire et dont le prix a été payé en vies humaines. La Géorgie des années 1840 était un État esclavagiste prospère, où les grandes plantations produisaient du coton à un rythme effréné pour alimenter les manufactures textiles du Nord et d'Europe. Les familles planteurs formaient une aristocratie fermée, jalouse de ses privilèges, de sa réputation et de sa pureté raciale supposée. Dans ce monde rigide, où chaque geste était scruté et où l'honneur familial valait plus que l'or, les apparences étaient tout. Moss Creek se trouvait dans le comté de Burke, à environ 80 km au sud-ouest d'Augusta, dans une région vallonnée où les chênes séculaires drapés de mousse espagnole créaient une atmosphère oppressante même en plein jour. La plantation s'étendait sur près de 1200 hectares de terre fertile, traversée par un ruisseau sinueux qui donnait son nom au domaine. La demeure principale, construite en 1812, était une imposante bâtisse de style georgien, avec ses colonnes blanches, ses grandes galeries et ses volets verts qui lui conféraient une élégance austère. Les quartiers des esclaves se trouvaient à 400 mètres de la maison de maître, une distance calculée pour maintenir la séparation tout en permettant une surveillance constante. 18 cabanes en bois grossier abritaient environ 70 personnes, hommes, femmes et enfants, dont le labeur quotidien assurait la richesse des Cresswell. Les champs de coton s'étendaient à perte de vue, ponctués çà et là de bosquets de pins et de zones marécageuses où personne n'osait s'aventurer après la tombée de la nuit. Thomas Cresswell avait acheté Moss Creek en 1828, alors qu'il n'avait que 32 ans. Fils cadet d'une famille de Charleston tombée en disgrâce après des scandales financiers, il avait reconstruit sa fortune grâce à un mariage avantageux avec Eleanor Hartfield, fille unique d'un riche marchand de Savannah. Eleanor avait 20 ans lors de leur union, et les archives la décrivent comme une femme d'une beauté froide, aux traits réguliers et au regard perçant qui mettait mal à l'aise. Éduquée dans un pensionnat strict de Caroline du Sud, elle maîtrisait le français, jouait du piano avec compétence et possédait une intelligence vive que son époque jugeait peu féminine. Thomas dirigeait Moss Creek avec la brutalité ordinaire de l'époque, mais sans excès notable. Il était respecté par ses pairs, membres actifs de l'église méthodiste locale, et participait aux assemblées du comté où l'on discutait des prix du coton et des lois sur l'esclavage. Eleanor, de son côté, gérait la maisonnée avec une efficacité remarquée. Elle tenait les comptes, supervisait les domestiques et s'assurait que la plantation fonctionnait comme une horloge bien huilée. Puis, en février 1834, Thomas Cresswell mourut subitement. Les circonstances furent jugées naturelles à l'époque. Une fièvre violente qui l'emporta en moins de 48 heures. Le médecin local, le docteur Samuel Wilkins, diagnostiqua une inflammation des poumons. Aucune autopsie ne fut pratiquée, car cela ne se faisait pas dans les familles respectables. Eleanor devint veuve à 26 ans et héritière d'une plantation prospère. Ce qui suivit défia toutes les conventions sociales.
Normalement, une jeune veuve de bonne famille se remariait rapidement ou confiait la gestion de ses biens à un administrateur masculin, frère, oncle ou tuteur légal. Eleanor ne fit ni l'un ni l'autre. Avec une détermination qui surprit tout le comté, elle annonça qu'elle dirigerait elle-même Moss Creek. Les notables tentèrent de la dissuader, arguant qu'une femme ne pouvait assumer de telles responsabilités. Mais Eleanor possédait un atout. Son défunt père lui avait laissé en héritage une somme considérable, distincte des biens de son mari, et elle menaça de retirer ses investissements des banques locales si on l'empêchait de gérer sa propriété. Les hommes cédèrent, à contre-cœur. Ils pensaient qu'elle échouerait rapidement, que la plantation péricliterait, et qu'elle serait alors forcée de vendre ou de se remarier. Mais Eleanor les surprit. Non seulement Moss Creek continua de prospérer, mais la production de coton augmenta de façon constante. Les comptes étaient tenus avec une précision chirurgicale. Les récoltes arrivaient à temps au marché. Aucune dette n'entachait le domaine. Pourtant, des rumeurs commencèrent à circuler dès 1835. Des rumeurs vagues, difficiles à vérifier, mais qui persistaient avec une régularité inquiétante. On murmurait que les esclaves de Moss Creek, particulièrement les hommes, semblaient terrorisés par leur maîtresse d'une manière qui dépassait la simple crainte du châtiment physique. On racontait que certains d'entre eux, lorsqu'ils étaient vendus à d'autres planteurs, refusaient obstinément de parler de leur séjour chez Eleanor Cresswell. Et surtout, on chuchotait qu'aucun homme noir ne restait longtemps à Moss Creek après avoir atteint l'âge adulte. C'est en septembre 1839 qu'un événement précis attira l'attention d'observateurs plus attentifs. Un marchand d'esclaves itinérant, nommé Josiah Pemberton, se présenta à Moss Creek pour acheter de la main-d'œuvre destinée aux plantations du Mississippi. Ces transactions étaient courantes, et Pemberton était un homme d'affaires reconnu, brutal certes, mais respecté dans son domaine sordide. Eleanor le reçut avec une courtoisie glaciale et lui proposa d'examiner 3 hommes qu'elle souhaitait vendre. Ils avaient entre 22 et 28 ans, étaient tous en bonne santé apparente et possédaient diverses compétences, forgerons, charpentiers et ouvriers agricoles. Pemberton les inspecta selon les pratiques révoltantes de l'époque, vérifiant leur dentition, leur musculature et leur docilité, ce qui le frappa, et il le consigna plus tard dans une lettre à un associé de Natchez. C'était le comportement des 3 hommes. Ils semblaient étrangement résignés, presque soulagés d'être vendus. L'un d'eux, prénommé Isaiah, avait des marques de larmes séchées sur les joues, mais ne montra aucune émotion lorsque Pemberton annonça qu'il les achetait tous les 3. Plus troublante encore, lorsque le marchand demanda à Eleanor si ces hommes avaient des femmes ou des enfants à Moss Creek, elle répondit d'une voix neutre qu'Isaiah avait une compagne et 2 enfants en bas âge, mais qu'elle ne les vendrait pas. Pemberton, bien qu'habitué à la cruauté ordinaire de l'esclavage, trouva cela inhabituel. Normalement, séparer les familles provoquait des scènes déchirantes, des supplications, parfois même des tentatives de rébellion qu'il fallait mater violemment. Mais Isaiah ne dit rien. Il regarda simplement en direction des quartiers des esclaves une dernière fois, puis monta dans le chariot sans résistance. Dans sa lettre, Pemberton écrivit « Il y a quelque chose d'étrange chez cette femme Cresswell. Elle gère ses nègres comme des pions sur un échiquier, et ils la craignent d'une manière que je n'ai jamais vue ailleurs. J'ai transporté des centaines d'esclaves dans ma carrière, et je sais reconnaître la peur ordinaire du fouet. Ce que j'ai vu dans leurs yeux était différent. C'était de la terreur pure, mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Les 3 hommes partirent pour le Mississippi. 2 d'entre eux arrivèrent à destination et furent vendus à des plantations différentes. Mais Isaiah disparut pendant le voyage. Pemberton rapporta qu'il s'était enfui lors d'une halte nocturne près de la frontière de l'Alabama. Des recherches furent menées, mais aucune trace de lui ne fut jamais retrouvée. Pemberton nota dans ses registres perte d'un nègre, valeur estimée à $900. Circonstance suspecte. Ce ne fut pas le premier cas, ni le dernier.
Entre 1835 et 1842, Eleanor Cresswell vendit au moins 28 hommes adultes. Parmi eux, au moins 7 disparurent dans des circonstances mystérieuses après avoir quitté Moss Creek. Certains furent portés disparus pendant le transport. D'autres s'évanouirent dans la nature quelques semaines après avoir été installés dans leur nouvelle plantation. Un fut retrouvé noyé dans une rivière à 80 km de tout endroit où il aurait pu se trouver légalement. Les autorités locales ne s'en inquiétèrent guère. Après tout, il ne s'agissait que d'esclaves fugitifs, et leur disparition n'était pas inhabituelle dans un système où la violence et la mort étaient monnaie courante. Mais pour ceux qui examinaient les chiffres de plus près, un motif troublant émergeait. Tous les hommes disparus avaient été vendus par Eleanor Cresswell. Les années passèrent, et la réputation d'Eleanor comme gestionnaire hors pair se consolida. Moss Creek était devenue l'une des plantations les plus rentables du comté de Burke. Elle exportait du coton de première qualité. Ses esclaves semblaient bien nourris selon les standards de l'époque, et elle payait ses taxes avec une ponctualité exemplaire. Eleanor participait aux œuvres de bienfaisance de l'Église, organisait des thés pour les dames de la bonne société et se comportait en tout point comme une veuve respectable. Mais derrière cette façade impeccable, Eleanor menait une double vie dont la complexité ne serait révélée que bien plus tard. Chaque soir, après avoir congédié ses domestiques blancs, elle se retirait dans son bureau situé au 2e étage de la demeure. Cette pièce était interdite à tous, y compris à sa gouvernante de confiance, Madame Judith Farrow. Eleanor prétendait qu'elle y travaillait sur les comptes et personne n'osait la déranger. En réalité, Eleanor tenait un journal. Pas un journal intime ordinaire, mais un registre codé d'une précision effrayante. Elle y consignait des informations sur chaque esclave mâle qui passait par Moss Creek après avoir atteint l'âge de 16 ans. Date, description physique, observation comportementale et surtout des détails intimes qu'aucune femme de son époque et de son rang n'aurait dû posséder. Car Eleanor pratiquait ce qu'elle appelait elle-même, dans son journal, le rituel d'inventaire. Avant de vendre un esclave masculin, elle le convoquait dans une dépendance isolée située derrière la demeure principale, une ancienne laiterie reconvertie que tout le monde à Moss Creek connaissait sous le nom de la salle blanche, en raison de ses murs chaulés. Ce qui se passait dans cette pièce était un secret de polichinelle parmi les esclaves, mais aucun d'entre eux n'aurait osé en parler aux Blancs. Eleanor exigeait que chaque homme sur le point d'être vendu se soumette à elle physiquement. Ce n'était pas de la luxure, et elle le précisait froidement dans son journal. C'était un acte calculé, exécuté avec une précision clinique, et dont le but dépassait largement la simple satisfaction charnelle. Eleanor documentait tout. Dans son code élaboré, mêlant français, latin et symboles de son invention, elle notait les dates, les circonstances, et surtout, elle établissait des correspondances. Car ce que personne ne savait, c'est qu'Eleanor possédait également des informations sur les relations que certains de ces hommes avaient pu avoir avec des femmes blanches de la région. Il faut comprendre le contexte pour saisir toute l'ampleur de son plan. Dans le sud esclavagiste, les relations sexuelles entre femmes blanches et hommes noirs étaient considérées comme le crime ultime, une transgression absolue qui pouvait entraîner la mort par lynchage pour l'homme et le déshonneur total pour la femme et sa famille. En revanche, les relations entre maîtres blancs et esclaves féminines, bien que tabous, étaient largement pratiquées et tacitement tolérées. Eleanor avait découvert, au fil des ans, que plusieurs femmes de familles respectables de Géorgie entretenaient des relations secrètes avec des esclaves. Ces liaisons étaient rares, extrêmement dangereuses et toujours clandestines. Mais elles existaient, alimentées par la solitude, la rébellion silencieuse ou parfois un véritable attachement émotionnel né dans un système qui niait toute humanité aux personnes réduites en esclavage. Comment Eleanor avait-elle découvert ces secrets ? Par un réseau d'informations patiemment tissé. Elle employait occasionnellement des esclaves loués provenant d'autres plantations et elle les questionnait habilement.
Elle entretenait une correspondance fournie avec d'autres propriétaires, échangeant des nouvelles et des potins. Elle observait, notait, recoupait, et surtout, elle savait écouter. Son journal révèle qu'en 1838, elle avait identifié au moins 12 cas de relations prohibées impliquant des femmes de familles en vue. Les Rutledge de Savannah, les Pembroke d'Augusta, les Fairchild du comté de Liberty, et d'autres encore. Dans certains cas, ces relations avaient produit des enfants. Des enfants métissés qui étaient soit tués à la naissance, soit secrètement adoptés par des familles noires libres du Nord, soit, dans quelques cas glaçants, élevés comme blancs dans leur propre famille, leur véritable ascendance soigneusement dissimulée. Eleanor commença à constituer un dossier. Pour chaque cas, elle accumulait des preuves. Des lettres interceptées, des témoignages d'esclaves, des dates et des lieux qui coïncidaient, et surtout, des analyses physiques détaillées. Elle notait les traits des enfants, les comparait à ceux des pères présumés, et établissait des filiations que la science de l'époque ne pouvait confirmer, mais que son intuition et son sens de l'observation rendaient hautement probables. Mais pourquoi Eleanor faisait-elle cela? Son journal offre quelques indices glaçants. Dans une entrée datée du 15 mars 1840, elle écrit en français « Ils croient que leur sang est pur, que leur supériorité est divine. Je vais leur montrer que leur pureté n'est qu'une illusion, que leurs héritiers portent en eux ce qu'ils méprisent le plus. Et quand je révélerai la vérité, leur monde s'effondrera. » Eleanor avait un mobile personnel. Son propre père, le riche marchand Cornelius Hartfield, était mort ruiné et déshonoré en 1832, après qu'un scandale financier impliquant des irrégularités dans le commerce d'esclaves eût éclaté. Des familles qui se prétendaient ses amis l'avaient abandonné. On avait chuchoté qu'Eleanor elle-même n'était peut-être pas de sang pur, que sa mère aurait eu du sang cherokee ou africain, des rumeurs infondées mais qui avaient suffi à ternir sa réputation. Eleanor n'avait jamais pardonné, et maintenant, elle construisait méthodiquement les outils de sa vengeance. Si cette histoire vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des motivations d'Eleanor. Était-elle une justicière ou un monstre? En janvier 1841, un événement inattendu vint perturber les plans d'Eleanor. Une lettre arriva de Boston, adressée à son nom, portant le cachet d'un cabinet d'avocats. L'expéditeur se nommait Jonathan Aldridge, membre de l'American Anti-Slavery Society, et il écrivait qu'il avait reçu une dénonciation anonyme concernant des pratiques illégales à Moss Creek. La lettre était prudemment rédigée. Aldridge ne mentionnait pas explicitement les rumeurs de relations forcées entre Eleanor et ses esclaves, car de telles accusations contre une femme blanche de bonne famille auraient été rejetées d'emblée. À la place, il évoquait des irrégularités dans les registres de vente, des disparitions suspectes et demandait l'autorisation de visiter la plantation pour s'assurer que tout était conforme aux lois de l'État. Eleanor lut la lettre avec un calme terrifiant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser une telle visite sans éveiller davantage de soupçons. Mais elle savait aussi qu'Aldridge ne trouverait rien d'illégal au sens strict. L'esclavage lui-même était légal, et ce qu'elle faisait, bien que moralement révoltant, n'enfreignait aucune loi écrite. Elle répondit avec une politesse glaciale, invitant Aldridge à venir quand bon lui semblerait, et lui offrant l'hospitalité de Moss Creek. Elle en profita pour organiser méticuleusement chaque détail de sa visite. Les esclaves furent prévenus. Aucun d'entre eux ne devait mentionner la salle blanche, sous peine de punitions exemplaires. Eleanor ne menaçait jamais directement de violence physique. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait d'autres moyens de pression. Car Eleanor détenait un pouvoir absolu. Elle décidait qui serait vendu et à qui. Et elle n'hésitait pas à menacer de séparer les familles, d'envoyer un mari dans les champs de canne à sucre de Louisiane, où l'espérance de vie était de quelques années, ou de vendre les enfants d'une mère dans des États lointains. Cette menace suffisait à garantir le silence. Aldridge arriva à Moss Creek le 28 février 1841. C'était un homme de 38 ans,
mince, aux cheveux noirs déjà parsemés de gris, portant des lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux. Il avait grandi dans une famille Quaker du Massachusetts, et sa foi religieuse l'avait conduit vers l'abolitionnisme. Contrairement à beaucoup d'opposants à l'esclavage qui se contentaient de discours, Aldridge agissait. Il avait aidé à faire passer des esclaves fugitifs vers le Canada, défendu gratuitement des hommes et des femmes noirs accusés injustement, et publié des pamphlets virulents contre l'institution esclavagiste. Eleanor le reçut dans le grand salon, vêtue d'une robe de soie grise qui soulignait son statut de veuve, ses cheveux châtains tirés en un chignon strict. Elle lui offrit du thé et des biscuits et écouta poliment ses questions. Aldridge commença par des généralités. Combien d'esclaves possédait-elle? Quel était leur traitement quotidien? Recevait-il une éducation religieuse? Eleanor répondit avec une précision désarmante, présentant des registres impeccables qui montraient la distribution de rations, l'organisation du travail et même les soins médicaux prodigués par le docteur Wilkins lors de ses visites trimestrielles. Puis Aldridge aborda le sujet des ventes. Pourquoi vendait-elle autant d'hommes adultes? Eleanor expliqua calmement que Moss Creek, étant une plantation de taille moyenne, n'avait pas besoin d'une main-d'œuvre masculine excessive. Elle préférait garder les femmes et les enfants, qui assuraient le renouvellement naturel de la population servile, et vendre les hommes en surplus pour équilibrer ses comptes. Cette explication était plausible, et Aldridge ne put la contredire. Il demanda alors à visiter les quartiers des esclaves. Eleanor accepta sans hésitation. Ce qu'Aldridge vit correspondait aux standards de l'époque pour une plantation bien gérée. Les cabanes étaient sommaires, mais en bon état. Les esclaves semblaient correctement nourris, mieux que dans beaucoup d'autres plantations qu'il avait visitées. Il interrogea plusieurs personnes, mais toutes donnèrent des réponses prudentes, répétant que Madame Cresswell était une maîtresse stricte, mais juste. Une seule personne osa un geste discret, une femme âgée, prénommée Dinah, qui travaillait aux cuisines depuis plus de 20 ans. Alors qu'Aldridge passait près d'elle, elle laissa tomber une petite bourse en tissu à ses pieds. Lorsqu'il se baissa pour la ramasser, elle murmura si bas qu'il crut d'abord avoir mal entendu. La salle blanche, derrière la grande maison. Cherchez le registre. Avant qu'Aldridge puisse répondre, Dinah s'était déjà éloignée, et Eleanor apparut pour le guider vers le prochain bâtiment. Mais l'avocat avait compris. Il y avait quelque chose à découvrir. Cette nuit-là, Eleanor offrit le dîner à Aldridge. La conversation fut courtoise, presque chaleureuse. Eleanor parla de littérature, de musique, évoqua même les débats sur l'esclavage avec une intelligence qui surprit l'avocat. Elle ne nia pas les horreurs du système, mais argua que l'abolition brutale plongerait le Sud dans le chaos économique et social. Aldridge défendit sa position avec passion, citant des principes moraux et religieux. Eleanor l'écouta avec un sourire énigmatique. Après le dîner, Aldridge fut conduit dans une chambre d'amis confortable au premier étage. Il attendit minuit, puis se glissa hors de la maison. La lune était presque pleine, offrant assez de lumière pour se repérer. Il contourna la demeure principale et découvrit la fameuse salle blanche, un petit bâtiment rectangulaire aux murs chaulés avec une seule porte et 2 fenêtres étroites. La porte était verrouillée. Aldridge hésita, puis remarqua que l'une des fenêtres était légèrement entr'ouverte. Il parvint à l'ouvrir davantage et se glissa à l'intérieur. À la lueur d'une petite lampe à huile qu'il avait apportée, il examina la pièce. Ce qu'il vit le glaça. La salle était meublée simplement, un lit étroit, une table, une chaise et une armoire. Mais ce qui rendait l'endroit sinistre, c'était la propreté obsessionnelle des lieux et l'absence totale de toute décoration ou objet personnel. Les murs étaient nus, le sol était impeccablement lavé, et sur la table, il trouva des linges propres soigneusement pliés, un broc d'eau fraîche et un savon qui dégageait une odeur de lavande. Aldridge sentit son estomac se nouer. Cette pièce avait un usage précis, et l'atmosphère qui y régnait était celle d'un lieu où quelque chose de terrible se produisait régulièrement. Il fouilla l'armoire et y découvrit des vêtements d'hommes de différentes tailles, tous propres et repassés.
des vêtements d'esclaves. Pourquoi Eleanor conservait-elle cela ici? Puis, au fond de l'armoire, dissimulé sous une pile de draps, il trouva un petit coffret en bois. Il était fermé par un cadenas simple qu'Aldridge força avec un couteau de poche. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de soie, se trouvait un cahier relié de cuir noir. C'était le registre d'Eleanor. Mais Aldridge ne pouvait pas le déchiffrer immédiatement, car les entrées étaient codées. Toutefois, certains éléments étaient clairs, des noms d'hommes, des dates et des séries de chiffres et de symboles. Plus troublant encore, il reconnut certains noms de famille en marge. Rutledge, Pembroke, Fairchild et d'autres. Aldridge réalisa qu'il tenait quelque chose d'important, mais il ne comprenait pas encore quoi. Il referma le cahier, le remit en place, et s'apprêta à quitter la salle. C'est alors qu'il entendit des pas à l'extérieur. Son cœur s'emballa. Il éteignit sa lampe et se cacha derrière l'armoire. La porte s'ouvrit et quelqu'un entra. À la lumière d'une chandelle, Aldridge reconnut Eleanor. Elle était vêtue d'une robe de chambre, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules. Elle avança vers la table, déposa la chandelle et resta immobile quelques instants, comme perdue dans ses pensées. Puis elle murmura, d'une voix si basse qu'Aldridge dut tendre l'oreille. « Vous pensiez que je ne saurais pas, monsieur Aldridge? Vous pensiez pouvoir fouiller ma propriété sans que je le sache ?» L'avocat retint son souffle. Eleanor continua, parlant toujours à voix basse, comme si elle s'adressait à elle-même. « J'ai des yeux partout. Dina vous a parlé, n'est-ce pas? Pauvre vieille Dina. Elle pense qu'elle peut me défier. Elle ne comprend pas que tout ce qui se passe ici, je le sais avant même que cela n'arrive. » Eleanor s'approcha de l'armoire. Aldridge se raidit, prêt à être découvert. Mais elle se contenta d'ouvrir les portes, de vérifier que le coffret était bien en place, puis de le refermer. Elle sourit, un sourire froid et calculateur qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez vu le cahier, n'est-ce pas? Mais vous ne comprenez pas. Personne ne comprend. Pas encore. Mais un jour, ils comprendront tous. Et ce jour-là, leur monde brûlera. » Elle ressortit aussi silencieusement qu'elle était entrée, emportant la chandelle. Aldridge resta caché pendant encore une demi-heure, tremblant de froid et de peur, avant de regagner sa chambre. Le lendemain matin, Aldridge confronta Eleanor. Ils étaient seuls dans le salon, et il choisit ses mots avec soin. Il ne mentionna pas son intrusion nocturne, car cela l'aurait mis en position d'illégalité. À la place, il évoqua les rumeurs qu'il avait entendues, sans nommer Dinah directement. Eleanor l'écouta avec un calme déconcertant. Puis elle dit, d'une voix posée, « Monsieur Aldridge, vous êtes un homme intelligent. Vous savez que dans cette société, les rumeurs sont des armes. Elles peuvent détruire une réputation, briser une famille, ruiner une vie. Mais elles peuvent aussi être fabriquées, déformées, utilisées à des fins précises. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les champs où les esclaves travaillaient déjà sous le soleil matinal. « Je vais vous raconter une histoire, monsieur Aldridge, une histoire que vous ne pourrez jamais prouver, mais qui est néanmoins vraie. » Et pendant l'heure qui suivit, Eleanor révéla une partie de son plan. Elle expliqua qu'elle possédait des informations sur les familles les plus respectables de Géorgie. Des informations si compromettantes qu'elles pourraient anéantir leur position sociale. Elle ne donna pas de détails, mais laissa entendre qu'il s'agissait de secrets de filiation, de sang mélangé, de paternité cachée. « Vous voyez, monsieur Aldridge, dit-elle en se retournant vers lui, vous combattez l'esclavage avec des discours et des lois. Moi, je le combats avec la vérité. Une vérité que personne ne veut entendre, mais qui existe néanmoins. Ces hommes qui se prétendent supérieurs, qui pensent que leur sang est pur, découvriront que leurs propres héritiers portent en eux ce qu'ils méprisent le plus. » Aldridge était partagé entre fascination et horreur. « Mais comment? Comment avez-vous obtenu ces informations ?» Eleanor sourit. « J'ai mes méthodes. Des méthodes que vous trouveriez répréhensibles, j'en suis certaine. Mais je vous pose la question. Est-ce que la fin ne justifie pas les moyens?
Si je peux prouver que l'aristocratie sudiste est bâtie sur un mensonge, que leur pureté raciale n'est qu'une illusion, ne contribuerai-je pas à détruire les fondements mêmes de l'esclavage? L'avocat secoua la tête. Vous parlez de chantage, de manipulation. Ce n'est pas de la justice, Madame Cresswell. C'est de la vengeance. Peut-être, répondit Eleanor, avec un haussement d'épaule. Mais dites-moi, Monsieur Aldridge, dans ce système corrompu, quelle est la différence entre justice et vengeance? Vous pensez pouvoir changer les choses avec des mots? J'utilise les seules armes dont je dispose. Aldridge réalisa qu'il était face à quelque chose de bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Eleanor n'était pas une simple propriétaire d'esclaves cruels. Elle était une stratège, une manipulatrice qui avait passé des années à construire un réseau d'informations dont l'objectif final dépassait sa propre personne. Mais quelque chose continuait de le troubler. Et les hommes qui ont disparu, ceux qui ont été vendus et qu'on n'a jamais revus, qu'est-il advenu d'eux? Le visage d'Eleanor se ferma instantanément. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Isaiah, vendu à Josiah Pemberton en 1839, disparu pendant le transport, et au moins 6 autres dans des circonstances similaires. Eleanor le fixa avec un regard impénétrable. Les esclaves fugitifs disparaissent constamment, Monsieur Aldridge. Vous le savez mieux que personne. Certains parviennent à s'échapper vers le nord, d'autres meurent en chemin. C'est tragique, mais je n'y suis pour rien. Vraiment, insista Aldridge. Tous ces hommes avaient un point commun. Ils avaient tous été vendus par vous. N'est-ce pas une coïncidence troublante? Eleanor se leva brusquement. Cette conversation est terminée, Monsieur Aldridge. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Moss Creek est géré conformément aux lois de cet État. Si vous n'avez pas de preuves de maltraitance ou d'irrégularité légale, je vous prierai de quitter ma propriété. Aldridge comprit qu'il était allé aussi loin qu'il le pouvait. Il avait touché un nerf sensible, mais sans preuve concrète, il ne pouvait rien faire. Il quitta Moss Creek le jour même, emportant avec lui plus de questions que de réponses. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Eleanor avait effectivement un complice dans ces disparitions. Un complice qui opérait dans l'ombre depuis des années et dont l'identité était le secret le mieux gardé de Moss Creek. 3 mois après la visite d'Aldridge, en mai 1841, un incident se produisit qui allait commencer à dévoiler la véritable ampleur du plan d'Eleanor. Une jeune femme blanche, nommée Caroline Pembroke, fille d'un riche planteur d'Augusta, fut retrouvée morte dans les bois près de la plantation familiale. La cause officielle de la mort fut une chute de cheval. Mais des rumeurs commencèrent à circuler. Caroline avait 23 ans, n'était pas mariée, et selon certains témoins, elle semblait avoir été enceinte avant son décès. La famille Pembroke enterra rapidement leur fille, refusant toute autopsie. Le docteur qui signa le certificat de décès était un vieil ami de la famille, connu pour sa discrétion. L'affaire fut close en quelques jours. Mais Eleanor reçut une visite inattendue. Un homme qu'elle n'avait pas vu depuis près de 7 ans franchit le seuil de Moss Creek. Il s'appelait Marcus Cresswell, et c'était le fils d'Eleanor, né de son mariage avec Thomas. Marcus avait 24 ans. Grand, mince, avec les traits réguliers de sa mère et les yeux clairs de son père, il avait été envoyé à l'âge de 16 ans dans un pensionnat prestigieux de Philadelphie, puis avait poursuivi ses études de droit à l'université de Princeton. Il vivait maintenant à Boston, où il travaillait comme clerc dans un cabinet d'avocats respecté. Officiellement, Marcus était un jeune homme prometteur, bien intégré dans la société du Nord, avec des opinions modérées sur la question de l'esclavage. Il entretenait une correspondance régulière avec sa mère, lui envoyant de l'argent quand elle en avait besoin, et planifiait de revenir en Géorgie une fois sa carrière établie pour reprendre la gestion de Moss Creek. Mais la réalité était bien différente. Marcus était le bras armé de sa mère, l'exécuteur de ses volontés et celui qui faisait disparaître les hommes qui en savaient trop. Leur conversation, reconstituée à partir de lettres retrouvées bien plus tard, révèle la nature de leur collaboration monstrueuse. Eleanor reçut Marcus dans son bureau privé.
Ils s'embrassèrent avec une froideur formelle, puis s'assirent face à face. « La situation Pembroke est réglée ?» demanda Eleanor sans préambule. « Oui, » répondit Marcus. « Caroline ne parlera plus, et l'enfant non plus. » Eleanor hocha la tête. « Et le père, vendu en Louisiane il y a 3 mois, sous le nom de Samuel. Vous l'aviez déjà prévu. Il travaille maintenant dans une plantation de canne près de la Nouvelle-Orléans. Il ne reviendra jamais en Géorgie. » « Bien, et l'épreuve ?» Marcus sortit de sa poche une petite bourse en tissu. Les lettres que Caroline lui avait écrites. Je les ai récupérées dans sa chambre avant que la famille ne fasse le ménage. Elles sont maintenant avec les autres documents. Eleanor prit la bourse et la plaça dans un tiroir fermé à clé de son bureau. Combien de cas avons-nous maintenant? 14 familles documentées avec preuves solides. 8 autres avec des preuves circonstancielles. Au total, 22 cas qui impliquent des femmes blanches de familles importantes et des esclaves mâles. Dans 9 cas, il y a eu des enfants. 4 ont été tués à la naissance, 3 ont été envoyés dans le Nord avec de fausses identités, 2 sont élevés comme blancs dans leur propre famille. Eleanor sourit avec satisfaction. Parfait. Et les hommes qui auraient pu témoigner? Le visage de Marcus se durcit. Géré. 7 ont disparu pendant le transport vers leur nouvelle plantation. Cela ressemble à des tentatives de fuite qui ont mal tourné. Personne ne pose de questions. Personne sauf cet avocat de Boston, Aldridge, dit Eleanor. Il est venu ici il y a 3 mois. Il pose des questions dangereuses. Marcus fronça les sourcils. Que sait-il? Rien de concret, mais il est intelligent et persistant. Il faudra le surveiller. Je peux m'en occuper, dit Marcus d'une voix neutre. Non, répondit Eleanor fermement. Pas encore. Faire disparaître un avocat blanc et abolitionniste connu attirerait trop d'attention. Pour l'instant, nous continuons selon le plan. Nous avons encore du temps. Leur conversation se poursuivit pendant plus d'1 heure, discutant méthodiquement de chaque cas, de chaque famille, de chaque preuve accumulée. Ce qui émergea de cet échange était terrifiant. Eleanor et Marcus avaient passé plus de 6 ans à construire un dossier explosif qui pouvait détruire l'élite de Géorgie. Mais comment Marcus était-il devenu le complice de sa mère dans cette entreprise? La réponse se trouvait dans son enfance. Marcus avait grandi à Moss Creek jusqu'à l'âge de 15 ans. Il avait été témoin du comportement de son père Thomas envers les esclaves, des viols réguliers des femmes noires, de la cruauté ordinaire du système. Mais ce qui l'avait marqué profondément, c'était un incident survenu quand il avait 13 ans. Thomas avait découvert qu'une jeune esclave nommée Violette était enceinte. Elle avait 16 ans. Sous la torture, elle avait admis que l'enfant était de Marcus, qui à l'époque n'avait que 13 ans lui-même. C'était faux. Thomas lui-même était le père, comme il l'était de plusieurs autres enfants métis sur la plantation. Mais pour protéger sa réputation, il avait accusé son propre fils. Marcus n'avait pas été puni, car les garçons blancs n'étaient jamais tenus responsables de tels actes. Mais Violette avait été vendue immédiatement à un marchand qui l'avait emmenée en Louisiane. Marcus ne l'avait jamais revue. Et l'enfant à naître? Personne n'en avait jamais reparlé. Cet événement avait brisé quelque chose en Marcus. Il avait compris que le système dans lequel il vivait était pourri jusqu'à la moelle, que son propre père était un monstre, et que l'innocence de Violette et de son enfant ne comptait pour rien. Puis, 1 an plus tard, Thomas était mort, subitement. Et Eleanor avait révélé à Marcus ce qu'elle avait fait. Elle l'avait empoisonné. Lentement, méthodiquement, en mélangeant de l'arsenic dans sa nourriture pendant des semaines. Elle avait planifié chaque détail, s'assurant que les symptômes ressemblent à une maladie naturelle. Et elle avait réussi. Marcus, au lieu d'être horrifié, avait ressenti un immense soulagement. Son père, l'homme qu'il haïssait, était mort. Et sa mère, la femme qu'il admirait pour son intelligence et sa force, lui avait confié son secret. Eleanor lui avait alors expliqué son plan. Elle allait utiliser Moss Creek comme base d'opération pour accumuler des preuves contre les familles esclavagistes. Elle allait documenter leurs hypocrisies, leurs crimes cachés, leurs secrets les plus sombres. Et un jour, elle révélerait tout, détruisant l'aristocratie sudiste de l'intérieur.
Marcus, adolescent traumatisé et en quête de sens, avait accepté de l'aider. Eleanor l'avait envoyé dans le nord, loin de Moss Creek, où il pourrait construire une vie respectable tout en servant de relais pour ses opérations. De Boston, Marcus pouvait voyager sans éveiller de soupçons. Il pouvait intercepter des hommes pendant leur transport, les faire disparaître, récupérer des documents, menacer des témoins gênants. Au fil des ans, Marcus était devenu aussi froid et calculateur que sa mère. Il ne tuait pas par plaisir, mais par nécessité. Chaque mort servait un but précis, protéger le plan, éliminer les témoins, maintenir le secret. Il se convainquait qu'il œuvrait pour une cause juste, que les fins justifiaient les moyens. Mais au fond de lui, une part de Marcus savait qu'il était devenu exactement ce qu'il prétendait combattre, un meurtrier qui utilisait son pouvoir pour détruire des vies. En août 1841, Eleanor décida qu'il était temps de commencer la phase suivante de son plan. Elle avait accumulé suffisamment de preuves. Elle avait identifié suffisamment de cas. Il était temps de passer à l'action, mais pas de la manière qu'on aurait pu imaginer. Eleanor n'avait pas l'intention de révéler publiquement ses découvertes, du moins pas immédiatement. À la place, elle commença à envoyer des lettres anonymes. La première fut adressée à Jeremiah Rutledge, patriarche de la famille Rutledge de Savannah. Jeremiah était un homme de 68 ans, respecté dans toute la Géorgie, ancien membre du Congrès, propriétaire de 3 plantations et fervent défenseur de l'esclavage. Il avait 3 fils et 2 filles, tous mariés dans de bonnes familles, et 11 petits-enfants. La lettre qu'il reçut était brève et terrifiante. Elle disait simplement « Votre petit-fils Robert, âgé de 8 ans, fils de votre aîné William, n'est pas de sang pur. Sa mère, Élisabeth, a eu une relation avec un esclave nommé Daniel en 1832. L'enfant né de cette union a été tué, mais un second enfant est né l'année suivante. C'est Robert. Daniel a été vendu en Caroline du Sud et a disparu en route. Les preuves de cette affaire sont en ma possession. Des lettres, des témoignages, des dates qui correspondent. Si vous voulez protéger l'honneur de votre famille, vous devrez agir. Attendez mes instructions. » Jeremiah Rutledge fut foudroyé en lisant ces lignes. Il confronta immédiatement sa belle-fille, Élisabeth. Sous la pression, terrorisée par la menace de déshonneur, Élisabeth finit par admettre la vérité. Oui, elle avait eu une liaison avec un esclave. Oui, Robert était le fruit de cette union. Elle avait vécu dans la terreur pendant 8 ans, craignant que quelqu'un ne découvre son secret. Mais ce qu'Élisabeth ne savait pas, c'est que Daniel n'avait jamais été vendu en Caroline du Sud. Il avait été vendu par Eleanor Cresswell à un marchand qui devait l'emmener en Alabama. Pendant le voyage, Marcus avait intercepté le convoi, prétendu être un chasseur d'esclaves fugitif, et avait emmené Daniel dans les bois. On n'avait plus jamais entendu parler de lui. Jeremiah Rutledge était un homme pragmatique. Il comprit qu'il devait protéger sa famille à tout prix. Lorsqu'une seconde lettre arriva, lui demandant de faire un don substantiel à une organisation abolitionniste de Boston en échange du silence sur l'affaire, il accepta. 5 000 $ furent transférés anonymement. Eleanor répéta cette opération avec 4 autres familles entre août et décembre 1841. Chaque fois, le schéma était le même. Une lettre révélant un secret terrible, suivie d'une demande d'argent ou d'action politique. L'argent était toujours dirigé vers des causes abolitionnistes, créant un paradoxe déchirant pour ces familles esclavagistes qui finançaient maintenant leurs propres ennemis idéologiques. Mais Eleanor ne cherchait pas seulement l'argent. Elle voulait créer une fissure dans la façade de respectabilité de l'aristocratie sudiste. Elle voulait que ces familles vivent dans la peur constante, sachant que leurs secrets pouvaient être révélés à tout moment. Et elle réussit. Les 5 familles chantées se refermèrent sur elles-mêmes. Elles cessèrent de participer activement aux débats politiques sur l'esclavage. Certains de leurs membres commencèrent même à exprimer des doutes sur l'institution, ce qui choqua leur père. Mais Eleanor avait sous-estimé une chose: la solidarité entre les élites. Les 5 familles,
Bien qu'elles n'aient jamais admis publiquement ce qui leur arrivait, commencèrent à communiquer entre elles. Elles réalisèrent qu'elles étaient toutes victimes du même maître chanteur, et elles décidèrent de se défendre. En janvier 1842, un groupe de 5 hommes, représentant les familles chantées, se réunit secrètement à Augusta. Ils avaient tous payé, mais ils en avaient assez. Ils décidèrent d'engager un détective privé pour retrouver l'auteur des lettres. L'homme qu'ils choisirent s'appelait Samuel Hargrave, un ancien soldat reconverti en enquêteur. Hargrave n'était pas abolitionniste, mais il n'était pas non plus un défenseur fanatique de l'esclavage. C'était un professionnel qui faisait son travail pour de l'argent. On lui donna les 5 lettres et on lui demanda de trouver leur origine. Hargrave était méticuleux. Il analysa le papier, l'encre, le style d'écriture. Il nota que toutes les lettres avaient été postées de villes différentes. Savannah, Charleston, Augusta, Macon et Atlanta. Mais elles contenaient toutes des informations si précises qu'elles ne pouvaient ne provenir que de quelqu'un qui avait un accès direct aux familles concernées ou à leurs esclaves. Hargrave commença à reconstituer les histoires. Dans chaque cas, il découvrit qu'un esclave mâle avait été vendu peu après les événements mentionnés dans les lettres. Et dans 3 cas sur 5, ces esclaves provenaient de Moss Creek, la plantation d'Eleanor Cresswell. C'était une piste fragile, mais c'était une piste. Hargrave décida de se rendre à Moss Creek pour interroger Eleanor. Hargrave arriva à Moss Creek en mars 1842. Contrairement à Aldridge, il n'annonça pas sa visite. Il se présenta simplement à la porte, montrant une carte qu'il identifiait comme représentant d'un groupe de planteurs intéressés par l'achat d'esclaves. Eleanor le reçut avec sa courtoisie habituelle. Mais dès qu'elle vit ses yeux, elle sut qu'elle avait affaire à quelqu'un de dangereux. Hargrave n'était pas un idéaliste comme Aldridge. C'était un homme dur, calculateur, qui ne se laisserait pas distraire par des discours philosophiques. Hargrave joua son rôle à la perfection. Il parla de coton, de main-d'œuvre de rendement. Puis, mine de rien, il mentionna qu'il avait entendu dire qu'Eleanor vendait souvent des hommes adultes en excellentes conditions. Avait-elle des esclaves disponibles en ce moment? Eleanor répondit que oui, elle en avait 2. Des hommes de 25 et 28 ans, bons travailleurs, sans problème de santé. Hargrave demanda à les voir. Les 2 hommes furent amenés. Hargrave les examina avec le détachement professionnel d'un acheteur expérimenté. Puis il demanda à Eleanor s'il pouvait s'entretenir avec eux en privé, pour s'assurer qu'ils n'avaient pas de tendance à la fuite ou à la rébellion. Eleanor hésita, mais ne pouvait refuser sans éveiller de soupçons. Elle donna son accord, à condition que l'entretien ait lieu dans la cour, sous la surveillance d'un contremaître blanc. Hargrave interrogea les 2 hommes. Il leur posa des questions sur leur travail, leur santé, leur comportement. Puis, en baissant la voix, il demanda « Combien de temps avez-vous été à Moss Creek avant que Madame Cresswell ne décide de vous vendre ?» Le plus âgé, prénommé Joshua, répondit « 5 ans, maître. Et savez-vous pourquoi elle vous vend maintenant ?» Joshua baissa les yeux. « Non, maître. » Hargrave insista. « A-t-elle un rituel particulier avant de vendre ses esclaves? Quelque chose d'inhabituel ?» Le visage de Joshua se ferma complètement. « Non, maître, rien d'inhabituel. » Mais Hargrave vit la peur dans ses yeux. Il vit la manière dont Joshua serrait les poings, dont sa mâchoire se crispait. Cet homme mentait, et il mentait parce qu'il était terrifié. Hargrave n'acheta pas les 2 esclaves. Il prétendit qu'il ne correspondait pas à ses besoins et prit congé d'Eleanor. Mais avant de partir, il laissa tomber une phrase apparemment anodine. « Vous avez une belle propriété, Madame Cresswell. Très bien gérée. J'imagine que vous tenez des registres détaillés de toutes vos transactions. » Eleanor sourit. « Bien sûr. Une bonne gestion nécessite une documentation précise. »« J'en suis certain, » dit Hargrave en la saluant. Après son départ, Eleanor envoya immédiatement un message urgent à Marcus à Boston. Elle savait qu'elle était en danger. Hargrave n'était pas venu par hasard. Les familles chantées l'avaient engagé, et il était maintenant sur sa piste. Marcus arriva à Moss Creek 2 semaines plus tard. La conversation entre la mère et le fils fut tendue.
Pour la première fois depuis le début de leur collaboration, Eleanor sembla perdre son sang-froid habituel. « Il sait, dit-elle. Peut-être pas tout, mais il sait quelque chose. Et s'il continue à creuser, il trouvera. Alors nous devons l'arrêter, répondit Marcus simplement. Comment? C'est un homme blanc, un enquêteur privé respecté. Si quelque chose lui arrive, les autorités enquêteront. Et elles pourraient remonter jusqu'à nous. Marcus réfléchit. Pas si sa disparition semble naturelle. Un accident, une maladie. Il y a des moyens. Eleanor secoua la tête. Non, trop risqué. Nous devons trouver une autre solution. La solution qu'ils trouvèrent fut aussi audacieuse que dangereuse. Eleanor décida de prendre les devants. Elle écrivit directement aux 5 familles qui avaient engagé Hargrave. Dans sa lettre, elle se révélait comme l'auteur des messages anonymes, mais elle ne se présentait pas comme une maître chanteuse ordinaire. Elle leur expliquait son plan dans son intégralité. La lettre, reconstituée à partir de copies retrouvées dans les archives de la famille Pembroke, disait ceci. « Messieurs, vous me cherchez, vous voulez me faire taire. Mais avant que vous ne preniez une décision précipitée que vous pourriez regretter, permettez-moi de vous exposer la situation dans son ensemble. Je ne suis pas motivé par l'appât du gain. L'argent que vous avez payé a été intégralement reversé à des organisations abolitionnistes et je n'en ai pas gardé un centime. Mon objectif est de détruire le système esclavagiste, non pas par la force ou par la loi, mais en révélant l'hypocrisie fondamentale sur laquelle il repose. Vous prétendez que les Noirs sont inférieurs, qu'ils ne sont pas pleinement humains, que le mélange des sangs est une abomination. Pourtant, vos propres familles, les plus respectées de Géorgie, ont produit des enfants métissés. Certains de vos héritiers ont du sang noir, et vous l'avez caché, parce que vous savez que cela détruirait votre position sociale. Je possède les preuves de 22 cas similaires, impliquant les familles les plus importantes du Sud. Si je révèle ces informations publiquement, votre monde s'effondrera. Mais je vous offre un choix. Vous pouvez continuer à me chercher, me faire arrêter, peut-être même me tuer. Mais si quelque chose m'arrive, toutes mes preuves seront automatiquement envoyées aux journaux du Nord et du Sud. Ou bien, vous pouvez choisir de travailler avec moi. Utilisez votre influence pour promouvoir l'abolition progressive. Libérez vos propres esclaves. Plaidez pour des réformes. Et en échange, vos secrets resteront à jamais enfouis. Vous avez 1 mois pour décider. Après quoi, j'agirai selon votre réponse. Eleanor Cresswell, Moss Creek, comté de Burke, Géorgie. Cette lettre provoqua une onde de choc parmi les 5 familles. Certains voulaient immédiatement faire arrêter Eleanor pour chantage. D'autres, conscients du danger que représentait la révélation publique de leurs secrets, plaidaient pour la prudence. Finalement, ce fut Jeremiah Rutledge, le patriarche le plus âgé et le plus sage, qui proposa une solution intermédiaire. Il rencontrerait Eleanor face à face, dans un lieu neutre pour négocier. La rencontre eut lieu en mai 1842, dans une auberge isolée à mi-chemin entre Augusta et Moss Creek. 5 hommes représentant les familles chantées étaient présents, ainsi que Samuel Hargrave et 2 gardes armés. Eleanor vint seule, ou du moins en apparence. Marcus était caché à proximité, prêt à intervenir si les choses tournaient au mal. La réunion dura 4 heures. Ce qui s'y dit ne fut jamais complètement révélé, mais plusieurs témoins rapportèrent plus tard des fragments de la conversation. Jeremiah Rutledge ouvrit les négociations. « Madame Cresswell, vous nous avez placés dans une position impossible. Vous exigez que nous renoncions à nos principes, à notre mode de vie, sous la menace de déshonneur. » Eleanor répondit calmement. « Je ne vous demande pas de renoncer à vos principes, Monsieur Rutledge. Je vous demande de reconnaître que ces principes sont construits sur un mensonge. Votre supériorité raciale est une fiction. Vos propres actions le prouvent. » Un autre homme, William Fairchild, intervint avec colère. « Et vous pensez que révéler ces informations changera quelque chose? Vous ne ferez que détruire des familles innocentes. Les enfants dont vous parlez n'ont rien demandé. Pourquoi devraient-ils souffrir?
Pourquoi les millions d'esclaves devraient-ils souffrir? Rétorqua Éléanore. Vous parlez d'innocence. Mais où était votre compassion lorsque vous sépariez les familles noires, lorsque vous vendiez les enfants loin de leur mère? L'innocence ne compte que lorsqu'elle concerne les Blancs, n'est-ce pas? Le débat continua, passant de la confrontation à des discussions plus nuancées. Éléanore révéla davantage de détails sur son plan. Elle expliqua qu'elle ne cherchait pas à détruire les familles pour le plaisir de la destruction. Elle voulait créer une situation où l'abolition deviendrait inévitable, où les sudistes eux-mêmes reconnaîtraient que le système était insoutenable. Mais les hommes présents n'étaient pas convaincus. Ils proposèrent un compromis. Éléanore cesserait immédiatement ses activités de chantage, détruirait toutes ses preuves et en échange, il garantirait sa sécurité et celle de son fils. De plus, il ferait des dons importants à des œuvres caritatives pour les esclaves affranchis et soutiendrait discrètement certaines réformes modérées. Éléanore refusa catégoriquement. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas négociable. Je n'arrêterai pas tant que l'esclavage existera. » Hargrave, qui était resté silencieux jusque-là, intervint alors. « Madame Cresswell, permettez-moi de vous poser une question. Les hommes qui ont disparu après avoir été vendus de votre plantation, où sont-ils » Le silence se fit dans la pièce. Éléanore le fixa sans ciller. « Je vous ai déjà dit que je n'étais pas responsable de ces disparitions. »« Vraiment ?» insista Hargrave. « Parce que j'ai fait des recherches approfondies. 7 hommes, tous vendus par vous, tous disparus dans des circonstances mystérieuses. C'est une coïncidence remarquable. » « Le monde est plein de coïncidences, monsieur Hargrave, » répondit Éléanore. « Peut-être, mais j'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant. Votre fils, Marcus Cresswell, a effectué plusieurs voyages dans le sud au cours des 6 dernières années. Et, curieusement, ces voyages correspondent aux dates et aux lieux où ces hommes ont disparu. » Éléanore sentit son sang se glacer. Comment Hargrave avait-il établi ce lien? Marcus avait été si prudent, utilisant des faux noms, voyageant discrètement. Mais l'enquêteur avait fait son travail avec une efficacité redoutable. Jeremiah Rutledge se pencha en avant. « Madame Cresswell, si vous êtes impliquée dans des meurtres, ce n'est plus une question de chantage ou de principes moraux. C'est une question de justice criminelle. » Éléanore comprit qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Elle se leva lentement. « Messieurs, cette conversation est terminée. Vous connaissez mes termes. Vous avez 2 semaines pour décider. Après quoi, les conséquences seront hors de mes mains. » Elle sortit de l'auberge, monta dans son chariot et partit. Mais elle savait que tout était en train de s'effondrer. Hargrave était trop proche de la vérité. Et si les autorités commençaient à enquêter sur Marcus, tout serait révélé. Cette nuit-là, dans une clairière isolée à plusieurs kilomètres de l'auberge, Éléanore retrouva Marcus. Pour la première fois depuis des années, elle le vit véritablement inquiet. « Ils savent, » dit Marcus. « Pas tout, mais assez. Qu'allons-nous faire ?» Éléanore resta silencieuse pendant un long moment, regardant les étoiles à travers les branches des arbres. Puis elle dit d'une voix étrangement calme, « Nous allons accélérer le plan. Nous n'avons plus le luxe du temps. Je vais envoyer toutes les preuves aux journaux cette semaine. Tout sera révélé. Mais cela signifie que tu seras arrêté, jugé, peut-être pendu. »« Je sais, » répondit Éléanore. « Mais l'important n'est pas ma survie. L'important est que la vérité éclate, que ces familles soient exposées, que le système soit ébranlé. »« Et moi ?» demanda Marcus. « Que vais-je devenir ?» Éléanore se tourna vers son fils. Dans la pénombre, on ne pouvait voir son visage, mais sa voix était douce, presque maternelle. « Tu vas retourner à Boston. Tu vas reprendre ta vie normale. Et tu vas oublier tout cela. »« Comment pourrais-je l'oublier ?» dit Marcus avec amertume. « J'ai tué 7 hommes. 7, pour protéger ton plan. Comment pourrais-je vivre avec ça ?»« De la même manière que tous les autres vivent avec leurs crimes, » répondit Éléanore, en te convainquant que c'était nécessaire, que c'était pour une cause plus grande. C'est ce que font tous les meurtriers, Marcus.
Les propriétaires d'esclaves qui fouettent leurs esclaves à mort, les politiciens qui votent des lois inhumaines, les pères qui tuent les enfants métissés de leurs épouses. Ils se disent tous qu'ils n'avaient pas le choix. Mais nous avions le choix, dit Marcus d'une voix brisée. Éléanore ne répondit pas, parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. Éléanore tint parole. Le 10 juin 1842, des enveloppes épaisses arrivèrent dans les bureaux de 5 journaux majeurs. Le Boston Liberator, le New York Tribune, le Charleston Mercury, le Savannah Republican et le Augusta Chronicle. Chaque enveloppe contenait des copies de documents explosifs, lettres, témoignages écrits, dates, noms, et surtout des extraits du journal codé d'Éléanore, accompagnés d'une clé pour le déchiffrer. L'impact fut immédiat et dévastateur. Le Boston Liberator, journal abolitionniste dirigé par William Lloyd Garrison, publia l'histoire en première page le 15 juin. Le titre était provocateur. L'hypocrisie dévoilée. Les familles esclavagistes de Géorgie cachent des héritiers de sang mélangés. L'article détaillait 22 cas, nommait les familles impliquées et fournissait suffisamment de preuves pour rendre les accusations crédibles. Le scandale se propagea comme une traînée de poudre. Les journaux du Sud tentèrent d'abord de nier les allégations, les qualifiant de propagande abolitionniste sans fondement. Mais lorsque certains journaux du Sud eux-mêmes commencèrent à enquêter, ils découvrirent que beaucoup d'éléments étaient vérifiables. Les familles nommées réagirent de manière différente. Certaines nièrent catégoriquement. D'autres restèrent silencieuses. Quelques-unes tentèrent de poursuivre les journaux en diffamation, mais cela ne fit qu'attirer davantage d'attention sur l'affaire. Jeremiah Rutledge, acculé, fit une déclaration publique extraordinaire. Le 22 juin, il convoqua une conférence de presse à Savannah. Devant une salle bondée de journalistes, il admit que les allégations concernant sa famille étaient vraies. Il reconnut que son petit-fils Robert avait du sang africain, que sa belle-fille Elisabeth avait eu une relation avec un esclave et que la famille avait caché cette vérité pendant 8 ans. Mais il alla plus loin. D'une voix tremblante, il déclara « Pendant toute ma vie, j'ai défendu l'institution de l'esclavage en me basant sur la croyance que les races ne devaient pas se mélanger, que les Noirs étaient inférieurs par nature. Aujourd'hui, je regarde mon petit-fils, un garçon intelligent, affectueux, qui porte en lui ce sang que je prétendais mépriser. Et je ne peux plus me mentir à moi-même. Si Robert est mon héritier, s'il porte mon nom, si je l'aime comme mon petit-fils, alors comment puis-je continuer à dire que les Noirs ne sont pas pleinement humains? Je ne peux pas. Je ne peux plus. Il annonça qu'il libérait tous ses esclaves, immédiatement et sans condition, qu'il vendait ses plantations et consacrerait le reste de sa vie à l'abolition de l'esclavage. Cette déclaration eut un effet sismique dans le Sud. Jeremiah Rutledge était une figure respectée, un pilier de la société sudiste. Son revirement était impensable. Certains le traitèrent de traître. D'autres, plus silencieusement, commencèrent à remettre en question leurs propres convictions. Mais tous voulaient savoir qui était Eleanor Cresswell et comment elle avait obtenu ces informations. Les autorités de Géorgie émirent un mandat d'arrêt contre elle, l'accusant de chantage, de diffamation et d'atteinte à l'ordre public. Un shérif accompagné de 6 hommes se rendit à Moss Creek le 25 juin. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Moss Creek était vide. Pas seulement Eleanor, mais tous les esclaves avaient disparu. Les quartiers des esclaves étaient abandonnés. La grande maison était fermée. Les champs n'étaient pas cultivés. On aurait dit que la plantation avait été désertée du jour au lendemain. Dans le bureau d'Eleanor, les autorités trouvèrent une lettre. Elle était adressée à qui de droit et expliquait ce qui s'était passé. Eleanor avait libéré tous ses esclaves la veille de l'envoi des documents aux journaux. Elle leur avait donné de l'argent, des provisions et des lettres d'affranchissement falsifiées mais convaincantes. Elle les avait aidés à organiser leur départ vers le nord en utilisant les réseaux du chemin de fer clandestin. 63 personnes avaient quitté Moss Creek en l'espace d'une nuit.
guidée par des contacts abolitionnistes qu'Eleanor avait patiemment cultivés pendant des années. La lettre expliquait également ce qu'elle avait fait dans la salle blanche. Eleanor ne cherchait pas à se justifier, mais à clarifier. Elle écrivait « J'ai utilisé mon corps comme une arme contre un système qui objectifie les corps des esclaves depuis des siècles. J'ai agi de manière moralement répréhensible, je le reconnais, mais j'ai agi avec un but précis, documenter la vérité que tout le monde refuse de voir. Les maîtres blancs violent leurs esclaves femmes quotidiennement, et personne ne s'en indigne. J'ai fait l'inverse, et le monde est choqué. Cette hypocrisie elle-même prouve mon point. » Elle concluait en disant qu'elle ne regrettait rien, sauf les vies perdues. Et là, elle admettait une vérité terrible. 7 hommes sont morts pour protéger ce plan. Je porte le poids de leur mort, mon fils aussi. Nous sommes des meurtriers, et nous devrons vivre avec cette culpabilité jusqu'à notre dernier souffle. Mais peut-être que leurs sacrifices n'auront pas été vains si ce scandale contribue, même modestement, à l'abolition de l'esclavage. Cette dernière phrase révélait ce que Hargrave avait soupçonné. Eleanor et Marcus étaient complices dans les disparitions. Mais Eleanor ne fournissait aucun détail sur comment, où ou pourquoi ces hommes étaient morts. Elle laissait volontairement cette partie dans l'ombre. Les autorités lancèrent une chasse à l'homme pour retrouver Eleanor et Marcus, mais ils avaient disparu aussi complètement que les esclaves de Moss Creek. Pendant des mois, des rumeurs circulèrent. Certains disaient qu'Eleanor avait été vue à Boston. D'autres prétendaient qu'elle était partie au Canada. Quelqu'un jura l'avoir aperçue à New York, habillée en homme. Mais aucune de ces pistes ne mena nulle part. L'affaire Eleanor Cresswell domina les conversations pendant tout l'été 1842. Les débats sur l'esclavage, déjà intenses, devinrent encore plus virulents. Les abolitionnistes utilisèrent le scandale comme preuve de l'hypocrisie fondamentale du système esclavagiste. Les défenseurs de l'esclavage dénoncèrent Eleanor comme une fanatique criminelle dont les actions ne prouvaient rien, sinon la dépravation morale de quelques individus. Mais quelque chose avait changé. 3 autres familles importantes du Sud, non mentionnées dans les révélations d'Eleanor, mais craignant sans doute d'avoir leurs propres secrets exposés, annoncèrent qu'elles libéraient leurs esclaves. Ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan du système esclavagiste, mais c'était significatif. En septembre, Samuel Hargrave publia son propre rapport sur l'affaire. Il y détaillait ses découvertes concernant les 7 hommes disparus. Il avait retrouvé des traces de Marcus Cresswell dans plusieurs villes du Sud, toujours au moment et au lieu correspondant aux disparitions, mais sans corps, sans témoin direct. Il était impossible de porter des accusations formelles de meurtre. Hargrave concluait son rapport par une observation troublante. Madame Cresswell et son fils ont commis des crimes terribles pour exposer un système criminel. Ils ont tué pour lutter contre un système qui tue quotidiennement des milliers de personnes. Cette contradiction morale est au cœur de cette affaire. Peut-on utiliser le mal pour combattre le mal? Peut-on devenir un monstre pour détruire des monstres? Je ne prétends pas avoir la réponse. Mais je sais que cette histoire nous poursuivra longtemps après que les protagonistes auront disparu. En octobre 1842, une dernière lettre arriva au bureau du Boston Liberator. Elle était signée simplement EC et avait été postée de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le texte était bref. Le plan a fonctionné, mais le prix était trop élevé. J'ai détruit des familles pour en sauver d'autres. J'ai tué pour libérer. Je vivrai avec ces contradictions jusqu'à ma mort, mais je ne regrette pas d'avoir agi. Le silence est aussi un crime. L'inaction face à l'injustice est une complicité. J'ai choisi d'agir et je suis prête à en payer les conséquences. À ceux qui me jugent, demandez-vous ce que vous êtes prêts à sacrifier pour vos propres convictions. Demandez-vous si votre confort moral n'est pas simplement une excuse pour ne rien faire. Et souvenez-vous que l'histoire jugera tous ceux qui ont permis à l'esclavage de perdurer, pas seulement ceux qui l'ont combattu de manière imparfaite. EC.
Ce fut la dernière communication connue d'Eleanor Cresswell. Elle ne fut jamais retrouvée. Marcus non plus. Certains historiens pensent qu'ils ont réussi à fuir au Canada, puis peut-être en Europe. D'autres croient qu'ils sont morts peu après, peut-être de maladie, peut-être de désespoir. Une théorie plus sombre suggère que Marcus, rongé par la culpabilité, aurait mis fin à ses jours et qu'Eleanor l'aurait suivi peu après. Quant aux 7 hommes disparus, leurs corps ne furent jamais retrouvés. Les recherches menées dans les années suivantes ne permirent jamais d'établir avec certitude ce qui leur était arrivé. Certains témoignages suggèrent que Marcus les aurait effectivement tués pendant leur transport pour les empêcher de témoigner sur les rituels d'Eleanor. D'autres sources, moins fiables, prétendent que certains de ces hommes auraient en fait survécu et auraient été aidés à fuir vers le nord, et que leur disparition faisait partie d'une mise en scène pour protéger le plan d'Eleanor. La vérité, comme c'est souvent le cas dans les histoires les plus sombres de l'histoire américaine, reste floue et contestée. Moss Creek fut vendu aux enchères en novembre 1842. La propriété fut achetée par un consortium de planteurs qui la divisèrent en plusieurs parcelles. La grande maison fut démolie en 1848. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de l'ancienne plantation, si ce n'est quelques fondations envahies par la végétation et le vieux cimetière des esclaves, rarement visité. La salle blanche fut brûlée quelques jours après la fuite d'Eleanor, apparemment par des esclaves restés dans la région qui voulaient effacer toute trace de ce qui s'y était passé. Le terrain où elle se trouvait est maintenant recouvert d'arbres, et seuls quelques vieux résidents locaux se souviennent vaguement de son emplacement. Le journal codé d'Eleanor, celui qui contenait toutes ses observations et tous ses secrets, ne fut jamais retrouvé dans son intégralité. Les autorités trouvèrent quelques pages dans son bureau, mais le reste avait disparu avec elle. Certains pensent qu'elle l'a détruit. D'autres croient qu'il existe encore quelque part, caché dans une bibliothèque ou une collection privée, attendant d'être redécouvert. L'impact de l'affaire Cresswell sur le mouvement abolitionniste est difficile à mesurer avec précision. Mais plusieurs historiens s'accordent à dire qu'elle a contribué à radicaliser le débat. Les révélations d'Eleanor ont montré que l'aristocratie sudiste était plus fragile qu'elle ne le paraissait, que ses certitudes morales reposaient sur des mensonges et des secrets. Cela a donné du courage à d'autres opposants à l'esclavage, et a semé le doute dans l'esprit de certains sudistes modérés. En 1861, lorsque la guerre de sécession éclata, quelques anciens esclaves de Moss Creek témoignèrent pour l'Union. Leurs récits, recueillis par des officiers nordistes, confirmèrent une partie de ce qu'Eleanor avait écrit dans sa lettre. Ils parlèrent de la salle blanche, du rituel avant les ventes, de la peur qui régnait à Moss Creek. Mais ils parlèrent aussi d'Eleanor avec une ambivalence troublante. Certains la décrivaient comme un monstre qui les avait exploités pour servir son propre plan. D'autres la voyaient presque comme une libératrice, quelqu'un qui avait utilisé des méthodes horribles, mais pour un but qu'ils comprenaient. Une ancienne esclave de Moss Creek, nommée Ruth, interrogée en 1863 à l'âge de 68 ans, dit ceci. Madame Cresswell était une femme terrible. Elle faisait des choses que je ne peux pas pardonner. Mais elle nous a libérés. Elle nous a donné de l'argent et des papiers. Elle nous a aidés à partir. Mon fils, qui devait être vendu, est maintenant libre dans le Massachusetts. Il a une famille. Il vit une vie que je n'aurais jamais cru possible. Est-ce que je dois la haïr pour ce qu'elle a fait? Ou la remercier pour ce qu'elle nous a donné? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Plus d'un siècle et demi après les événements de Moss Creek, l'histoire d'Eleanor Cresswell continue de fasciner et de troubler ceux qui l'étudient. Plusieurs livres ont été écrits sur elle, des films et des documentaires ont exploré son histoire, et des débats passionnés continuent sur son héritage. Était-elle une héroïne ou une criminelle? Une justicière ou une manipulatrice? Une libératrice ou une exploiteuse? La réponse dépend de qui vous demandez et de quel aspect de son histoire vous choisissez d'examiner.
Ce qui est indéniable, c'est qu'Eleanor Cresswell a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir et le secret. Elle a compris que dans une société obsédée par la pureté raciale et l'honneur familial, la révélation de secrets bien gardés pouvait être aussi destructrice qu'une armée. Elle a construit méthodiquement un arsenal d'informations et l'a utilisé pour ébranler les fondations d'un système qu'elle jugeait abominable. Mais elle a payé ce choix avec sa propre humanité. En utilisant son corps comme instrument de documentation, en manipulant les vies de dizaines de personnes et surtout en couvrant les meurtres commis par son fils, elle est devenue elle-même une incarnation de la cruauté qu'elle prétendait combattre. Marcus Cresswell, le fils silencieux de cette histoire, reste une figure encore plus énigmatique. Les rares documents qui subsistent le décrivent comme un jeune homme intelligent, cultivé, tourmenté. Certains historiens pensent qu'il n'était qu'un instrument manipulé par sa mère, un adolescent traumatisé transformé en tueur malgré lui. D'autres le voient comme un complice volontaire, aussi calculateur et froid qu'Eleanor. La vérité, probablement, se situe quelque part entre les deux. Marcus était à la fois victime et bourreau, fils aimant et meurtrier, idéaliste et criminel. Comme sa mère, il incarne les contradictions morales terribles que l'esclavage imposait à tous ceux qui vivaient dans son ombre. Les 7 hommes qui ont disparu n'ont jamais eu de sépulture connue. Leurs noms ont été préservés dans les registres d'Eleanor et dans les rapports de Hargrave. Isaiah, Daniel, Samuel, Joshua, Benjamin, Thomas et Elijah. Certains avaient des femmes et des enfants qui ne les ont jamais revus. D'autres étaient seuls. Tous étaient jeunes, entre 22 et 30 ans. Tous sont morts dans des circonstances qui restent floues. Ont-ils été tués par Marcus pour protéger le secret de sa mère? Ont-ils été aidés à fuir et leur disparition n'était qu'une couverture? Sont-ils morts accidentellement pendant des tentatives de fuite réelles? Nous ne le saurons probablement jamais. Leurs histoires, comme celles de millions d'autres esclaves, se sont perdues dans le silence et l'oubli que l'histoire impose aux vaincus et aux exploités. En 1997, un chercheur de l'Université de Géorgie entreprit de localiser d'éventuels descendants des esclaves de Moss Creek. Il réussit à retrouver plusieurs familles, maintenant éparpillées à travers les États-Unis. Certaines connaissaient l'histoire de leurs ancêtres à Moss Creek. D'autres l'avaient oublié ou ne l'avaient jamais su. Une descendante, professeure d'histoire à Chicago, accepta de parler sous condition d'anonymat. Elle dit « Mon arrière-arrière-grand-mère était à Moss Creek ». Elle en parlait rarement, mais quand elle le faisait, c'était toujours avec un mélange de terreur et de gratitude. Elle disait que Madame Cresswell était comme un démon et un ange en même temps. Qu'elle faisait des choses horribles, mais qu'au final, elle nous avait libérés. Ma famille a une vie maintenant parce qu'Eleanor Cresswell a fait ce qu'elle a fait. Mais je ne peux pas célébrer une femme qui a exploité des hommes et couvert des meurtres. Je ne peux que reconnaître que l'histoire est compliquée et que personne dans cette affaire n'était complètement innocent ou complètement coupable. Vous avez écouté jusqu'au bout cette histoire troublante et complexe. Pensez-vous qu'Eleanor Cresswell était une héroïne imparfaite ou simplement une criminelle déguisée en justicière? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées de l'histoire et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux zones grises de notre passé. Alors, que s'est-il vraiment passé à Moss Creek entre 1834 et 1842? L'histoire telle qu'elle est racontée ici repose sur des fragments de documents, des témoignages contradictoires, des lettres dont certaines ont peut-être été falsifiées, et des récits transmis de génération en génération avec toutes les déformations que cela implique. Eleanor Cresswell a-t-elle vraiment existé? Les archives du comté de Burke confirment l'existence d'une plantation nommée Moss Creek et d'une propriétaire nommée Eleanor Cresswell entre 1834 et 1842. Mais beaucoup de détails de cette histoire sont impossibles à vérifier complètement. Le journal codé a-t-il jamais existé? Quelques pages ont été préservées dans les archives de Géorgie,
Mais elles sont si fragmentaires qu'elles peuvent être interprétées de multiples façons. Les 7 hommes ont-ils vraiment été tués? Ou ont-ils simplement disparu dans le chaos de l'époque, comme tant d'autres esclaves fugitifs? Marcus Creswell était-il un complice meurtrier ou un fils manipulé? Les preuves sont minces et contradictoires. Et surtout, le plan d'Éléanore a-t-il vraiment contribué à l'abolition de l'esclavage? Ou n'était-ce qu'une illusion grandiose qui a détruit des vies sans rien changer au final? L'histoire ne donne pas toujours des réponses claires. Elle nous laisse avec des questions, des doutes, et l'inconfort de réaliser que le bien et le mal ne sont pas toujours faciles à distinguer. Ce qui est certain, c'est que l'esclavage en Amérique a été un crime d'une ampleur incalculable, qui a détruit des millions de vies et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Dans ce contexte, l'histoire d'Éléanore Creswell, qu'elle soit exacte dans tous ses détails ou partiellement légendaire, nous rappelle que la résistance à l'injustice prend parfois des formes troublantes et moralement ambiguës. Elle nous rappelle aussi que les secrets enfouis ne le restent jamais éternellement. Que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, finit toujours par émerger. Et que chaque génération doit faire face aux crimes et aux compromis de celles qui l'ont précédée. Moss Creek n'existe plus. Éléanore et Marcus sont morts depuis longtemps. Les esclaves qu'ils ont libérés ou exploités sont tous partis. Mais leur histoire reste, incomplète et contestée, nous forçant à réfléchir aux limites de la justice, au prix de la liberté et aux zones d'ombre que toute lutte contre l'oppression peut créer. Dans les bois de Géorgie, là où se trouvait autrefois la salle blanche, les arbres ont depuis longtemps recouvert toute trace de ce qui s'y est passé. La nature a repris ses droits. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ces bois restent hantés, non par des fantômes, mais par des questions sans réponse et par le poids d'un passé qui refuse de rester enterré. Et peut-être est-ce exactement comme cela devrait être. Peut-être que certaines histoires doivent rester troublantes, inconfortables, irrésolues. Parce qu'elles nous rappellent que l'histoire n'est pas une collection de récits propres avec des héros et des méchants clairement définis. Elle est un enchevêtrement complexe de choix difficiles, de compromis moraux et de conséquences imprévues. L'histoire d'Éléanore Creswell nous pose une question finale que chacun doit répondre pour lui-même. Dans un système fondamentalement injuste, est-il possible de lutter pour la justice sans devenir soi-même injuste? Et si ce n'est pas possible, devons-nous quand même essayer? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des choix et les conséquences de ces choix. Éléanore a fait les siens. Marcus a fait les siens. Les esclaves de Moss Creek ont survécu comme ils ont pu. Et nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde partiellement façonné par toutes ces décisions prises il y a près de 200 ans. L'histoire de Moss Creek est terminée, mais ses échos résonnent encore.